Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accompagner cet après-midi pour vivre ensemble ce moment historique. Les yeux du monde entier sont braqués sur elle. On l'avait laissée meurtrie, défigurée, ravagée par ce terrible incendie il y a 5 ans. Notre-Dame se réveille, elle est plus belle que jamais et elle est prête à accueillir de nouveau le public. On va vous faire vivre ce moment cet après-midi, cette réouverture tout à l'heure en présence d'une quarantaine de chefs d'État, dont Donald Trump qui sera l'autre star de cette journée, qui va aussi avoir des allures de sommet diplomatique, avec nos reporters qui sont présents sur le terrain au plus près de Notre-Dame, aux côtés du public. On sera aussi en direct de l'Elysée parce que l'on va suivre ces rencontres bilatérales qui sont prévues entre Emmanuel Macron et Donald Trump, ainsi qu'avec Volodymyr Zelensky en marge de cette journée historique. On va tout de suite prendre la direction de l'île de la Cité où l'on va retrouver Léopold Debert. Bonjour Léopold, avec un invité qui aurait pu franchement s'abstenir de venir. La tempête avec sa pluie, ces vents qui vont se déchaîner sur l'île de la Cité là dans les prochaines heures. Et du coup, il a fallu réorganiser le programme. Oui, alors je vous confirme d'abord, Perrine, bonjour, qu'effectivement ici c'est un peu le jeu du chat et de la souris concernant la météo, parce que vous avez des éclaircies, le soleil comme sur ma gauche il y a quelques instants, et puis des rafales de vent qui arrivent d'un coup, des sentiments aussi de pluie. C'est vraiment très imprévisible et c'est pour ça que ces dernières heures on a reçu ce communiqué commun de l'Elysée et du diocèse de Paris qui indiquait que le discours du chef de l'État qui devait auparavant avoir lieu, on va vous montrer, sous cette très grosse tente transparente qui a été installée pour l'occasion sur le parvis de Notre-Dame. Et bien finalement, en raison du vent qui souffle encore au moment où je vous parle, n'aura pas lieu ici, mais bien à l'intérieur de la cathédrale. Le chef de l'État, vous le savez, il y avait une sorte de polémique. Il voulait parler à l'intérieur, l'Église disait non. Et finalement, il aura gain de cause en raison de la météo. Quelques messages d'ailleurs qu'il va prononcer, qu'on a déjà pu entendre en échangeant avec des proches du chef de l'État. Il va parler, Emmanuel Macron, de fierté française, de succès français pour mettre en valeur ce travail de restauration qui a duré plus de 5 ans. Il va aussi, en quelque sorte, renvoyer les personnes qui diraient qu'il y a une sorte de moment de déstabilisation dans leur retranchement. Il veut mettre vraiment en valeur ce moment. Vous le savez, je ne vous le rappelle pas, Perrine, qu'il se trouve dans une situation particulière, Emmanuel Macron, avec l'absence d'un gouvernement qui a sauté cette semaine et un Premier ministre qui se fait toujours attendre. Donc évidemment, c'est un moment aussi éminemment politique pour le chef de l'État qu'on vivra tout à l'heure. Si le Paul de Debert, on va se retrouver dans les prochaines minutes. On retrouvera également tous nos reporters qui sont mobilisés pour vous faire vivre ce moment historique, ce moment chargé d'émotions aussi, avec nos invités en plateau qui vont pas nous dire le contraire. Bonsoir Samuel, bonjour Samuel Liévin. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Pèlerin Magazine. Vous avez sorti un pèlerin hors série. Hors série. La splendeur retrouvée de Notre-Dame. Je vois les étoiles dans vos yeux. C'est vrai que j'avais accouru le 15 avril 2019 avec mon petit vélo pour voir ce qui se passait, et puis tout le monde pleurait. J'avoue que j'ai un peu pleuré aussi, même les policiers pleuraient. On voyait cette horrible colonne de fumée vers laquelle les pompiers essayaient de se faufiler. Et puis 5 ans après, on voit le résultat. Oui, effectivement, c'est un immense soulagement. Oui. J'ai même lu dans votre édito que vous disiez que vous n'aviez jamais autant pleuré sur un reportage. Voilà, et c'est vrai. C'est un moment très très fort. Antoine-Marie Izoard, vous nous avez rejoint aussi. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine Famille chrétienne, avec là aussi un numéro spécial Notre-Dame de Paris ressuscitée. Oui, on a osé. Vous avez osé. C'est qu'à 5 ans, on était vraiment au moment de la Semaine Sainte. Et on a fait une couverture avec Notre-Dame vraiment en cendres ou quasiment, avec ces 3 trous béants qui éclairaient à l'intérieur. Mais on a écrit ressuscité ER. C'était vraiment une volonté. Alors ressuscité pour les hommes et ressuscité évidemment aussi derrière pour Notre-Dame de Paris. Alors pour Notre-Dame, c'est à peu près réussi. Pour les hommes, c'est encore un peu de travail. Mais je suis, tout comme mon collègue Samuel, ravi de cette réouverture, ravi que on puisse rendre au culte finalement, qui est son premier objectif, cette cathédrale, mais que tous, finalement, croyants, non-croyants, soient heureux de voir Notre-Dame reconstruite. J'ose pas dire rebâtie, mais je dis bien reconstruite, restaurée, admirablement restaurée. Avec une cérémonie qui va se dérouler en 3 temps. Il va y avoir un temps liturgique, il va y avoir un temps laïque et il va y avoir un temps festif. Parce que c'est ça aussi Notre-Dame. C'est à la fois un patrimoine religieux, mais c'est aussi un patrimoine culturel qui appartient, non pas qu'aux fidèles, mais qui appartient à tous les Français. Et on va avoir, en marge de ces cérémonies, Thierry Arnaud, bonjour, nous avez rejoint,
une forme de sommet diplomatique finalement. Oui, parce que c'est évidemment beaucoup plus que le retour à la vie d'un édifice religieux, d'un lieu de culte catholique. Ce sont des images qui évidemment vont faire le tour du monde comme elles l'ont fait en 2019 et dans des circonstances différentes. Il y aura là plus d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, des têtes couronnées venues des 4 coins de la planète et évidemment dans un contexte, comme le rappelait Léopold Hodler, politique particulier en France, mais pour autant on scrutera aussi tout ce qui pourront être interprétés comme des signaux diplomatiques dans un contexte évidemment géopolitique extrêmement compliqué. Et on sait que le président de la République, dans les prochaines minutes, Perrine, recevra en tête-à-tête le président élu américain Donald Trump, puis le président ukrainien Zelensky, avec un point d'interrogation sur le point de savoir si ces deux-là se parleront. Si, à un moment donné, le président de la République proposera que tous les trois se mettent autour d'une table pour discuter de l'avenir de l'Ukraine, évidemment. Donc on voit que c'est vraiment un événement à multiples dimensions qu'on s'apprête à vivre ensemble. Et on va suivre ces rencontres bilatérales cet après-midi avant la cérémonie de réouverture. Et ce soir, il y aura un dîner également à l'Élysée qui réunira cette quarantaine de chefs d'État et de gouvernement qui sont présents aujourd'hui pour assister à cette, je vais vous reprendre, cette résurrection de Notre-Dame. Jeanne Daudet, journaliste religion pour BFM TV, est également avec nous et va nous accompagner tout au long de cette journée si spéciale. Vous y êtes entré, vous, dans cette cathédrale restaurée. Et vous me disiez, en préparant cette émission, vous me disiez, mais moi, Notre-Dame, j'y étais déjà allée, elle était sombre, elle était austère, et là, c'est plus la même. Oui, je la trouvais un peu austère, c'est-à-dire que je la trouvais très très sombre à ce moment-là. Et là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes. Et donc, quand je suis rentrée, tout de suite, je voulais comprendre tout ce qu'on m'avait dit avant. J'essayais de tout analyser d'un coup, mais on est happé par cette blondeur, effectivement, qu'on nous a beaucoup décrit. Il faut aussi dire que toutes les lumières ont été repensées, les installations lumineuses ont été repensées. Et c'est vrai que ça permet aussi d'apprécier toute la luminosité de cette cathédrale. Et puis, au-delà de ça, c'est-à-dire que le parcours a été entièrement réimaginer et de passer de chapelle en chapelle, parce qu'il y en a quand même 23 tout autour de la cathédrale, de voir à chaque fois toutes ces couleurs pour le coup qui éclatent complètement. C'est des chapelles qui sont extrêmement colorées, chacune avec un thème différent, mais qui ont toutes le même plafond bleu, très bleu, avec des étoiles dorées, extrêmement dorées, qui ont retrouvé toute leur dorure. Et ça tranche beaucoup avec cette blondeur. Ces peintures. Effectivement, moi je n'avais plus aucun souvenir de ces peintures. Un petit peu, bon, plus grand, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'il y a une harmonie entre ce qui a été évidemment conservé, préservé, de mobilier parfois très ancien, de peintures parfois extrêmement anciennes, et de tout ce qui est moderne. Là, par exemple, on a vu parfois ces images de ce nouveau mobilier liturgique, de cet autel en bronze, de ce baptistère, de ce gros baptistère à l'entrée de la cathédrale, et de ces nouvelles chaises. Moi, quand je suis venue, il y avait déjà les nouvelles chaises qui avaient été mises en place. Est-ce que ça allait fermer complètement la ligne de fuite de la cathédrale? Pas du tout. Au contraire, tout ceci a une harmonie quand même très particulière et on la redécouvre complètement à l'occasion de cette restauration. C'est vrai que l'architecte a beaucoup insisté là-dessus. On n'a pas reconstruit Notre-Dame, on l'a restaurée. Philippe Villeneuve, l'architecte. Philippe Villeneuve, tout à fait, qui je l'ai rencontré ce matin, était extrêmement ému et qui commençait déjà à me parler de baby blues. Après ce chantier de Notre-Dame, en disant je rends mon bébé et aujourd'hui voilà, ça va être un peu compliqué. Notre-Dame qui est rendue au monde entier, qui est rendue au public et qui va être rendue ce soir avec cette cérémonie de réouverture au cours de laquelle seront présents donc une quarantaine de chefs de gouvernement, de chefs d'État. Avant cela, Ulysse Gosset, on vous retrouve dans la cour de l'Élysée. Il va donc y avoir ces rencontres diplomatiques en marge de cette cérémonie de réouverture. Emmanuel Macron va s'entretenir dans un premier temps avec Donald Trump, puis avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui est donc présent sur le territoire français. On se posait la question avec Thierry Arnaud, est-ce qu'on a des informations, est-ce qu'éventuellement une rencontre, des échanges sont prévus entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky? À l'heure qu'il est, non, ce n'est pas prévu. Il y a 2 rencontres séparées entre d'abord Donald Trump et le président français, puis ensuite entre le président ukrainien Zelensky et Emmanuel Macron. Est-ce que, après, compte tenu de l'esprit de Notre-Dame qui plane sur Paris, il sera possible d'organiser une rencontre à 3, une trilatérale? L'avenir le dira. Mais à l'Élysée, on nous précise que Donald Trump n'aime pas trop ce genre d'impromptu et ces rencontres à 3, il préfère les tête-à-tête. Ce que l'on sait donc avec précision, c'est que Donald Trump va arriver ici vers 16h. Il n'est pas loin, hein. Il est à quelques centaines de mètres à peine dans la résidence de l'ambassadrice des États-Unis à Paris. Il pourrait venir à pied, on verra, ce n'est pas son genre, mais on ne sait jamais.
jamais. Et il aura 1 heure d'entretien. D'abord un tête-à-tête donc avec Emmanuel Macron, et puis ensuite leurs conseillers viendront se joindre à la discussion. Au menu, il y a bien sûr et avant tout la guerre en Ukraine. Est-ce que Donald Trump a un plan pour forcer la paix, comme il l'a dit, en 24 heures? On sait qu'il veut aller vite, dès le 20 janvier. Mais il n'y a pas que l'Ukraine, il y a aussi la guerre à Gaza. Et là, Trump a dit, je veux qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza avant que j'arrive à la Maison-Blanche, avant le 20 janvier. Vous voyez que donc il y a 2 dossiers extrêmement lourds. Et puis il y a aussi la relation bilatérale entre la France et les États-Unis, entre Emmanuel Macron, qui a déjà connu Donald Trump lors de son premier mandat. On se souvient de la visite de Donald Trump sur les Champs-Élysées, à la Tour Eiffel avec Melania. Au début, les relations étaient bonnes et puis finalement, il n'y a pas eu de résultat concret. Est-ce que cette fois-ci, ça pourra aller mieux? On sait qu'il y a des gros dossiers, notamment les relations économiques, la menace de taxes sur les produits français et européens. Donc, 3 dossiers absolument capitaux dans une situation mondiale explosive. Paris, comme vous l'avez dit, est devenu, je dirais, le centre du monde grâce à Notre-Dame et aussi en raison des crises qui explosent un peu partout et des guerres qui menacent l'Europe. Rendez-vous donc très important. Il faut ajouter que le président Zelensky, qui est attendu à 17 heures, va profiter de sa présence à Paris pour rencontrer plusieurs autres dirigeants européens, britanniques, italiens, autrichiens. Zelensky cherche tous les soutiens possibles avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Merci Ulysse Gosset, on se retrouvera un petit peu plus tard. Vous nous alertez dès que Donald Trump s'approche de l'Elysée pour cette rencontre avec Emmanuel Macron. Il y a 1500 invités cet après-midi présents pour cette cérémonie, Thierry Arnaud. Il y a Donald Trump et pas que. On apprend à l'instant confirmation de la présence d'Elon Musk. Oui, avec toujours ce rôle un peu étonnant de celui qui est aux côtés du président Trump depuis le début de cette campagne, qui a largement contribué à la financer, qui joue un rôle décisif de bien des manières. Vous savez qu'il a été chargé de piloter une agence qui doit réduire considérablement les dépenses publiques en cherchant l'efficacité du gouvernement. Ça s'appelle le ministère, même si ça n'est pas un ministère d'efficacité de ces dépenses publiques. Et puis il joue déjà un rôle diplomatique de premier plan, puisque, pour ne citer que cet exemple, on a appris il y a quelques heures qu'il s'était entretenu directement avec le président israélien sur la situation des otages dans la bande de Gaza. Donc c'est un homme qui joue un rôle très important auprès de Donald Trump, qui dépasse très largement les prérogatives d'un homme d'affaires, d'un dirigeant de grandes entreprises qui a largement financé la campagne. C'est une pièce maîtresse sur l'échiquier politique mondial désormais aux côtés de Donald Trump. Et de ce point de vue, il n'est pas totalement surprenant qu'il soit là aujourd'hui à Notre-Dame auprès du président élu américain. Ce sera le grand retour de Donald Trump sur la scène internationale avec effectivement cette situation un peu cocasse d'avoir un président élu qui soit présent. On aura l'occasion. Ce qui est très inhabituel. Alors signalons que Joe Biden, le président en exercice, lui ne sera pas là, il sera représenté par son épouse. Et ce sera intéressant de voir les dispositifs qui ont été mis en place pour éviter peut-être des interactions, au contraire, et comment il sera placé dans la cathédrale. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Donald Trump qui choisit donc cet événement pour faire son premier déplacement officiel. Au-delà de l'aspect diplomatique, il y a un attachement des Américains à Notre-Dame. Et d'ailleurs, parmi les visiteurs étrangers, ce sont les Américains qui sont le plus présents aujourd'hui. Oui, et puis ce sont eux aussi derrière la France qui se sont le plus mobilisés pour cette rénovation de Notre-Dame, parce que ce sont les premiers donateurs étrangers, les Américains, très rapidement après l'incendie, lorsque l'appel aux dons a été émis, eh bien ils ont répondu présents. Les Américains et l'Église américaine également a voulu s'associer à cette réouverture de Notre-Dame, puisque eh bien l'archevêque, le président de la conférence épiscopale américaine, eh bien a souhaité que les églises locales américaines puissent sonner, résonner aujourd'hui au moment de la réouverture de Notre-Dame. Toutes les églises sont appelées à faire sonner leur cloche à 14h heure locale, 20h heure de Paris, heure à laquelle la cérémonie va débuter. Ils veulent s'associer eh bien à cette réouverture. Il a dit unir nos églises locales à la cathédrale est un signe supplémentaire de notre union à la fille aînée de l'Église, autre nom de la France. Voilà, les États-Unis aussi qui s'apprêtent à célébrer ce moment historique pour la France et pour le monde entier. On le comprend. Alizé Boissin, on va vous retrouver sur l'île de la Cité à côté de Notre-Dame. Il y a 40 000 personnes qui vont pouvoir assister dans le public à cette cérémonie. Alors à l'extérieur, il y a une zone qui a été aménagée pour, avec un énorme dispositif de sécurité. En fait, Notre-Dame est confinée dans une espèce de bulle de sécurité.
Oui, absolument. Un dispositif qui a inspiré de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Nunez, le préfet de police. Regardez, là, on a toutes ces barrières qui sont installées, des policiers, des gendarmes. Au total, ils sont 6000 à assurer la sécurité. Juliane Roland est en train de vous montrer. Alors, pour arriver dans cette zone juste à côté de Notre-Dame, eh bien, on a dû montrer nos sacs, être fouillés. Il y a un sorte de barrage filtrant qui est mis en place par plusieurs gendarmes. Et une fois qu'on a réussi à passer, eh bien, on arrive ici, dans cette zone, c'est la zone numéro 2, où le public va donc pouvoir s'installer et observer la cérémonie, notamment à l'aide d'écrans géants qui sont installés. Mais donc, ce dispositif, il est extrêmement important. Il est déjà été installé depuis plusieurs jours. Hier, je me trouvais déjà ici. Il y avait par exemple un hélicoptère de la gendarmerie qui survolait toute la zone. Et vous l'avez dit, l'île de la Cité, elle est presque inaccessible finalement. C'est vraiment, il y a un barrage filtrant qui a été mis en place. Tous les commerces sont fermés. Les commerces sont fermés aussi juste derrière moi pour avoir finalement un maximum de sécurité. Et on vient parfois de loin pour assister à cette cérémonie. Il faut encore une fois assister, être présent à proximité de cette cérémonie. Oui, absolument. Là, je me trouve avec Mehdi. Mehdi, vous venez de Besançon. Vous êtes arrivé ce matin. Pourquoi c'était important d'être là aujourd'hui pour cette cérémonie d'ouverture finalement ? C'est un moment chargé d'émotions, mais aussi de fierté. Je retrouve Paris qui a une symbolique pour moi, pour mon histoire personnelle. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois à Paris avec mon conjoint qui est parti brutalement il y a quelques mois. Au-delà du chef-d'œuvre architectural, Notre-Dame, c'est aussi un lieu, c'est une fierté, c'est un lieu de culture et c'est également un lieu de résilience. Et ô combien ça fait écho avec mes situations personnelles du moment. Pour vous, ce n'est pas qu'un symbole religieux, c'est vraiment un symbole de culture, de la culture française. C'est ce qu'on se disait à l'instant. Vous êtes déjà rentré dans Notre-Dame. Est-ce que vous avez un souvenir particulier à nous partager avec cette cathédrale ? Je crois que c'est toute la symbolique et toute la luminosité qu'on pouvait retrouver dans cette cathédrale. Alors j'ai hâte de revoir cette nouvelle cathédrale sous une toute autre luminosité. Mais effectivement, c'est une très grande fierté. C'est un symbole de la culture française. Et puis, en étant ici, c'est également rendre hommage à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à cette reconstruction. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et vous avez choisi une des meilleures places, on va vous montrer, parce que ici, on se trouve donc à quelques pas seulement de la cathédrale. Et regardez, on a l'écran géant juste là. On va pouvoir suivre cette retransmission. Pour le moment, il n'y a personne, donc je peux vous dire qu'on est extrêmement bien placé. Bon, faudra prévoir des parapluies quand même, vu la météo qui est annoncée. Merci Alizé Boissin. On va se retrouver un petit peu plus tard. Oriane You nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes paroissienne d'Angoulême et membre de l'association Catho Voice. Et bonjour Jean-François Blondel. Vous êtes historien de l'art, auteur de Notre-Dame de Paris lorsqu'une cathédrale renaît de ses cendres aux éditions d'Hervy. Oriane You, vous étiez en train de me dire que vous n'avez pas encore eu l'occasion de remettre les pieds dans la cathédrale, mais demain vous serez présente parce que demain matin il y aura cette messe inaugurale, cette messe de consécration de l'autel. Vous ferez partie des chanceux qui auront l'occasion d'y assister. Qu'est-ce que vous attendez à voir ? Je pense que ça va être un émerveillement total. Demain, le diocèse de Paris a proposé qu'il y ait des paroissiens de toutes les paroisses de Paris qui soient présents. Et donc, moi, j'y serai à ce titre-là. Je suis paroissienne à Saint-Pierre-de-Montmartre. Je pense que ça va être vraiment une immense joie et une grande émotion de voir Notre-Dame à nouveau si belle. J'ai vu déjà quelques photos. On voit combien elle est lumineuse. Et je trouve que c'est particulièrement fort de se dire que quelque part, sans l'incendie, elle n'aurait pas été restaurée à ce point, elle n'aurait pas été sublimée à ce point. Donc je trouve que c'est vraiment très émouvant de se dire que finalement, de tout mal peut sortir un bien et elle va être plus magnifique que jamais. Jean-François Blondel, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Ce que je ressens, c'est un immense plaisir, d'autant plus que Notre-Dame de Paris, avant l'incendie, je faisais des visites aux enfants des écoles, enfin à différents groupes. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir retrouver Notre-Dame depuis 5 ans. Et on va la retrouver différemment, plus belle encore. On va la retrouver plus belle, telle qu'elle était peut-être lorsqu'elle avait été restaurée par Viollet-le-Duc en 1860. Parce qu'il faut quand même préciser qu'il n'y a pas eu ce grand ménage depuis Viollet-le-Duc il y a 150, 160 ans. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu constamment des petits travaux. Parce qu'il y a 30 ans, j'ai eu l'occasion de visiter la charpente
et il y avait toute la façade était couverte d'une immense bâche et avec un ascenseur, et l'architecte des monuments historiques de l'époque m'avait fait visiter la charpente, effectivement, où j'ai vu la forêt de Notre-Dame. La fameuse forêt avec combien de chênes dans cette forêt? Je crois qu'il y a plus de 2000. Plus de 2000 chênes pour reconstituer cette forêt, cette charpente. Ça a été un des chantiers considérables pour restaurer Notre-Dame. On aura l'occasion d'y revenir. Mais Samuel Liévin, c'est ce que disent tous ceux qui ont eu l'occasion de retourner dans Notre-Dame, de la revoir. Ce qui les marque, c'est la blondeur de ces pierres. C'est cette espèce de luminosité à laquelle on n'était plus habitué. Oui, c'est vrai, ça a été dit tout à l'heure à juste titre. Notre-Dame était sombre. En plus, elle était sombre pour deux raisons. C'est que la pierre avait été, salie par les ans, mais c'est aussi un gothique du premier âge gothique. Donc, on n'est pas non plus à un aboutissement qu'on peut voir, par exemple, dans la cathédrale d'Amiens ou d'autres. C'était déjà pas la cathédrale la plus claire qui soit. On avait des cathédrales plus grandes et plus aérées encore. Alors là, du coup, ça va devenir un peu une exception aussi, parce que cette blondeur retrouvée, on peut, en tout cas, elle est pas, vous la trouverez pas ailleurs. Donc, on a quelque part quelque chose qui était finalement, je parle un petit peu sous le contrôle de l'historien autour de cette table, c'est-à-dire que les cathédrales, on sait qu'elles étaient peintes. Et nous, on les a connues que sombres, et aujourd'hui, on la connaît toute blonde. Alors, ça n'appartient quelque part qu'à son époque, cette blondeur, et elle est du 21e siècle. Elle a peut-être été passagèrement une réalité dans les siècles passés, mais c'est en même temps une nouveauté, finalement. On retrouve l'original, mais l'original n'était peut-être pas si blonde. C'est une nouvelle Notre-Dame qu'on retrouve. Parce qu'il y a cette blondeur des pierres, mais il y a aussi les vitraux qui ont été nettoyés, donc ils laissent davantage pénétrer la lumière. Il y a les peintures qui ont été refaites, donc ça change aussi toute la perception du lieu, en fait. Ah bah, évidemment, on va découvrir Notre-Dame différemment. Moi, j'ai un vague souvenir de touristes à Paris autrefois, venant de très loin, venant de Rome à l'époque, en famille pour découvrir Notre-Dame, être un peu affolé aussi par la foule, par la difficulté de comprendre effectivement comment. Enfin, je pense qu'il y a eu tout un travail qui a été fait, il faut le dire, pour amener les touristes à devenir aussi des pèlerins, parce qu'il y a évidemment des catholiques qui viennent à Notre-Dame. Il n'y a pas que des catholiques. C'est tout ça, c'est la base aussi de la fameuse polémique sur l'entrée payante ou non payante. Enfin, tout ça est pour l'instant réglé. Mais ce qui est vrai, c'est que les touristes qui rentrent là sont amenés à devenir pèlerins de toute façon, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas, ou qu'ils n'aient aucune foi, qu'ils soient en attente, en découverte, en aspiration de la foi, ce que je crois vraiment aussi aujourd'hui. Et c'est aussi ce que dit Notre-Dame. Ils vont être amenés à passer d'une partie à l'autre de la cathédrale, en passant par les écritures anciennes, par le Christ, la vie du Christ, par la couronne d'épines qui est au fond, et puis après par la résurrection, la Pentecôte, tout un parcours de pèlerinage qui est organisé désormais dans les chapelles de Notre-Dame. Eh bien, ça, avec cette lumière, avec ces vitraux nettoyés, je pense que ça va être une explosion en fait et de joie et de foi et de découverte d'art et d'histoire, et effectivement un peu plus loin pour ceux qui voudront aller chercher un peu plus loin. Et puis il y a ce symbole quand même très fort dont on parle beaucoup, Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, qui est ces fonts baptismaux qui sont à l'entrée, qui sont ensuite rejoints par l'autel qui se trouve au centre, enfin un peu plus loin dans le chœur, et puis la croix de Couturier, qui sont vraiment ces axes de la foi chrétienne. Qui vont être qui sont magnifiés par cette restauration. Alors, il y a des polémiques sur le beau ou le moins beau, le choix ou pas du mobilier liturgique. Il y a eu une bagarre entre le clergé et les architectes. Oui, et puis même au sein des catholiques, il y a les catholiques qui sont moins fans du mobilier liturgique. Voilà, maintenant il est là, et donc il faut en profiter, il faut célébrer. Mais on va revenir dans un instant sur cette espèce d'alliage qu'il a fallu faire à la fois entre les envies des architectes et les envies du clergé, qui n'étaient pas forcément les mêmes. Il a fallu trouver un compromis là-dessus. Mais Jeanne, j'aimerais qu'on revienne juste sur le réaménagement de l'espace, parce que c'est vrai qu'avant on avait un espace qui était très cloisonné. Il y avait les fidèles d'un côté et puis il y avait les visiteurs de l'autre. Là, il y a une volonté de décloisonner ça et de modifier le parcours.